Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yves Souterran. Je suis conseiller senior à la NRS-MIE et je remplace au pied levé Yazdan Pana, le directeur de l'agence qui devait ouvrir ce webinaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit un contexte épidémique un peu particulier en ce moment et Yazdan doit prendre part à une réunion avec la ministre de la Santé sur Ebola. Il m'a demandé de le remplacer et je commodérerai ce webinaire avec François Dabis qui prendra la parole dans un instant. Donc Bonjour. c'est un réel plaisir de vous accueillir pour cette rencontre consacrée à l'ouvrage Deployed Physician on the Front Lines of Global Health, le livre du docteur Kevin De Kock. Ce webinaire est organisé conjointement par l'ANRS Maladies infectieuses émergentes, le think tank Santé mondiale 2030 et le réseau FROG, le réseau académique francophone One and Global Health. Et un chaleureux merci à nos deux partenaires pour leur engagement dans l'organisation de cet échange. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Kevin De Kock, qui est non seulement l'un des grands leaders de la santé mondiale, mais qui est aussi un ami cher de la NRS-MIE. Son regard extérieur, expert et informé, a accompagné de manière précieuse l'élaboration de la stratégie scientifique de notre agence pour la période 2023-2026. Vous le verrez, le parcours de Kevin De Kock est exceptionnel. Peu de personnalités incarnent à ce point le lien entre médecine de terrain, leadership institutionnel et vision stratégique de la santé mondiale. Et je laisserai François Dabis présenter Kevin plus en détail dans un instant. À travers son ouvrage, Kevin De Kock nous offre bien plus qu'un récit personnel. Il nous propose une réflexion sur plusieurs décennies de crise sanitaire, depuis les premières années du VIH-Sida jusqu'aux grands défis contemporains de la coopération internationale en santé. Cette réflexion intervient à un moment particulièrement important. Vous le savez bien sûr, on fait face à l'émergence et à la réémergence de menaces infectieuses, alors même que le système multilatéral qui structure la santé mondiale depuis des décennies traverse une période de crise et de remise en question. Et dans ce contexte, revenir sur les expériences, les succès, mais aussi les limites des réponses passées est particulièrement précieux pour éclairer les choix de demain. Merci beaucoup à Kevin De Kock d'être avec nous aujourd'hui et merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Et je passe maintenant la parole au co-modérateur de cet échange, mon ami François Dabis. Excellente rencontre à toutes et tous. Merci Yves. Bonjour également à toutes et à tous et merci à Kevin. Donc je suis là avec deux casquettes, celle de secrétaire général du think tank Santé mondiale 2030 et j'excuse aussi son président, Jean-François Delfrécy, qui est lui à l'Assemblée nationale pour les autres missions qu'il a à l'heure qu'il est. Et deuxièmement, donc en tant que président, moi, du réseau France One and Global Health, on a essayé de créer il y a 18 mois à peu près un réseau académique en santé mondiale en France. Et on est pile vraiment dans le sujet dont on va parler maintenant. Alors, je ne vais pas décrire la bio de Kevin parce que il va nous en faire une vision dans sa présentation dans quelques minutes et on aura l'occasion après d'en reparler. Je voudrais simplement dire que moi j'ai une relation personnelle très longue avec Kevin qui nous amène à nous retrouver ici aujourd'hui. À quelques semaines près, Kevin, je crois qu'on s'est rencontrés pour la première fois en avril 1986, c'est-à-dire il y a exactement 40 ans à Atlanta. Toi, moi, j'avais presque fini mes 2 ans d'apprentissage et de formation à l'épidémiologie. Et toi, tu y arrivais pour faire exactement la même chose. Et je crois que ce qui nous a reliés dès ce moment-là, c'est le fait qu'on était deux Européens dans ce monde américain, à la fois monde général et monde de la santé publique américain. On découvrait tous les deux cet univers. Et depuis, ben, on s'est jamais quitté. On s'est en tout cas retrouvés dans diverses arènes et diverses responsabilités, et notamment les nombreuses responsabilités que tu as eues et dont tu parleras tout à l'heure. Et moi, ce que je vais dire en introduction, c'est que ça a toujours été un immense plaisir de travailler avec toi, que ce soit à Atlanta, à Genève, à Abidjan, à Nairobi, et j'en oublie beaucoup. Donc j'ai été évidemment ravi de voir que tu nous parlais de restituer ton expérience et ton histoire.
Ravi que tu acceptes d'en parler à la communauté française et francophone qui est ici réunie. Et donc, sans plus attendre, je vais te passer la parole. Donc, pour l'audience, donc, on va procéder en trois temps. Dans un premier temps, Kevin va nous faire un exposé tel qu'il est pour nous parler de son ouvrage et de son expérience. Puis Yves et moi, on reprendra la parole pour poser quelques questions à Kevin. Comme on a déjà travaillé avec lui et échangé, on a quelques questions qu'on aimerait lui soumettre de votre part, si je peux dire. Mais après, on donnera la parole à l'audience. Et vous avez dès à présent la possibilité de me poser vos questions, soit via le chat, soit par la touche QR que vous avez sur votre menu. Alors, soit elle apparaît directement dans votre menu, soit elle est dans la catégorie, dans l'onglet plus. Et quand vous allez dans l'onglet plus, vous trouvez cette option QR qui vous permet de poser des questions. Et évidemment, toutes ces questions-là, on les prendra dans la dernière partie de l'entretien et Kevin y répondra directement. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et à nouveau, merci à Kevin d'avoir accepté notre invitation et merci à tous et toutes d'être là. Vous avez répondu nombreux à notre invitation. Kevin, je te donne la parole. Je vois moi, sur mon écran, j'ai le nom de Jasmine qui apparaît en assez grand. Je ne sais pas si on pourra l'enlever lorsqu'on passera à la présentation suivante. Et je ne sais pas, Jessica, si ça apparaît aussi autrement. Oui, ça apparaît, c'est ça. Et on va regarder de notre côté. On Merci va pour ça. regarder de notre côté. Voilà, voilà. Donc, Kevin, sans plus attendre, on te passe la parole. Merci en tout cas. Merci beaucoup, François. Merci, François. Merci, Yves. Merci à tous qui participent à ce webinaire, aux organisateurs. Et je voulais aussi remercier Jean-François Delfrécy et Yazdan, évidemment. Euh, Jean-François il m'a téléphoné pour passer ses regrets de ne pas pouvoir participer. Je voulais le remercier aussi et cette autre grande figure de la science française, Michel Kazatchkine, parce que les deux ont écrit un commentaire sur la couverture du livre. Ils étaient très généreux avec leurs commentaires. Diapo, s'il vous plaît. Euh, je vais parler pendant peut-être une demi-heure, 30-35 minutes sur ce livre, Deployed, A Physician on the Front Lines of Global Health. Diapo, s'il vous plaît. Euh, la- le premier conseil que vous recevez quand vous voulez promouvoir un livre, c'est de ne pas parler d'un autre livre. Euh, et je voulais quand même simplement introduire 7 autres livres, Dispatches from the AIDS Pandemic, pour quelques différentes raisons. Euh, Moi, quand je regarde ma carrière, j'ai beaucoup travaillé, comme François l'a dit, et nos collaborations étaient très importantes pour moi. Euh, j'ai beaucoup travaillé sur le VIH, sur le sida, mais dans le livre Deployed, la discussion actuelle, j'en parle pas tellement. Et la raison, c'est parce que avec 2 collègues de CDC, 2 seniors à moi, Jim Curran et Harold Jaffe, on a publié ce livre Dispatches from the AIDS Pandemic, publié par Oxford University Press il y a 3 ans, en 2023. Ce livre discute, décrit l'histoire du sida à travers les yeux de CDC d'Atlanta. Et évidemment, je ne voulais pas redire les mêmes choses, mais moi je me suis surtout concentré dans ce livre sur les aspects internationaux, donc qui ne sont pas répétés en Deployed. Euh, et je voulais aussi le mentionner parce que euh, ce premier livre explique un peu, peut-être en plus de détails, le rôle exact de CDC. Et, mais surtout pour vraiment insister sur le respect que j'ai pour ces 2 collègues de CDC qui m'ont fort influencé. Diapo, s'il vous plaît. Donc, Deployed, on ne peut pas l'appeler une mémoire.
pour la bonne raison que Johns Hopkins University Press insiste qu'il ne publie pas les mémoires, euh, les autobiographies. Donc, je les décris comme une, euh, une présentation de différentes transitions. Certes, des transitions personnelles, enfant en Belgique, je suis enfant, étudiant, jeune médecin, clinicien, interniste, ensuite épidémiologiste et finalement bureaucrate. Mais en même temps, des transitions en santé, en médecine, euh, des transitions de l'ancienne discipline de médecine tropicale à ce qu'aujourd'hui euh, on, on cite comme la santé mondiale ou Global Health en anglais. Et ensuite, en 2025, quand j'ai reçu les épreuves du livre, au début de 2025, évidemment, on a vécu la rupture, comme, comme on pourrait l'appeler. Mais le livre était déjà écrit. Et peut-être on devrait écrire tout un nouveau livre sur ces différences qu'on a vues depuis 2025. Mais j'en parle un peu dans le prologue et l'épilogue du livre que j'ai pu modifier un peu. Diapo, s'il vous plaît. Donc, Deployed était publié il y a quelques mois, au mois de novembre l'année passée, 2025, par Johns Hopkins University Press. Et c'est organisé en trois parties, clinicien, épidémiologiste et bureaucrate. Et il y a un prologue et épilogue. Et j'utilise le mot bureaucrate pas d'une façon péjorative, parce que euh, je pense que notre monde a besoin de meilleurs bureaucrates en santé. Mais certaines personnes euh, parfois utilisent ce mot d'une façon un peu négative. Diapo, s'il vous plaît. Donc, la première partie, clinicien, euh, concerne la médecine clinique plutôt que l'épidémio. Et je commence avec un peu d'histoire personnelle. Je ne veux pas insister là-dessus. Néanmoins, je pense que mon histoire personnelle explique un peu comment je me suis trouvé dans un contexte international. Moi, j'étais né en Belgique et je vous parle d'ailleurs je vous parle en français comme un flamand anglophone. Euh, Mon père était belge, ma mère était américaine euh, et mon père était un chirurgien de l'ancien temps. C'est ces gens qui, au fond, faisaient tout, à part la chirurgie cardiaque ou la neurochirurgie. Euh, comme pour les participants, comme on parle ici en France, je vais dire, mes parents se sont rencontrés à Lourdes. Euh, et ma sœur et mon frère et moi, on se dit de temps en temps, peut-être c'était une preuve qu'il y a au moins un miracle qui s'est passé dans cette ville française. Euh, mais on était envoyé en Angleterre à l'âge de 7 ans, hein, dans mon cas, en internat, boarding school. Et c'était une expérience qui certainement a laissé son impact sur nous tous et a facilité dans un certain sens une certaine indépendance, mais aussi une entrée dans un monde éloigné certainement de la Flandre. J'ai, j'ai fait mes études en médecine à l'université de Bristol en Angleterre. La médecine interne était vraiment pour moi le choix naturel. Et je dois dire, j'ai passé peut-être un quart de mon temps, de ma carrière en médecine clinique. Euh, et j'ai toujours été très reconnaissant pour ces expériences, y compris en santé publique et en épidémio. Et il y a une phrase qui est restée avec moi de ce temps-là. Euh, C'était partagé par un clinicien belge à travers une amie familiale que que vous voyez seulement ce que vous cherchez et que vous reconnaissez seulement ce que vous connaissez.
Et je pense que c'est une phrase très importante. Je voulais aussi dire que, et peut-être c'est relevant certainement pour les collègues plus jeunes ou ceux qui sont au début de leur carrière, que quand on parle des figures prominentes ou quand on regarde les nécrologies, si je peux dire ça, c'est toujours dit, oui, elle était présidente de cette organisation, il était à la tête de ce département. Mais ce que nous faisons ou ce que nous avons fait, ce que nous devons faire au début de nos carrières, euh, souvent est beaucoup plus difficile que certaines choses qui sont adressées plus tard et sont absolument fondamentales pour le reste de nos vies. Pour moi, ce qui était très important, par exemple, c'était passer les examens d'interniste pour devenir membre du Royal College of Physicians à Londres. Mais je pense que cette observation, ça a resté avec moi et je pense qu'elle est important. Je vais aussi dire que pour cette présentation, il y a un tas de photos. Je n'aurai pas le temps d'expliquer chacun, mais d'une ou autre façon, ils sont relevants à l'histoire que je discute. Diapo, s'il vous plaît. Comme Belge, mais aussi comme citoyen américain, moi j'avais le privilège douteux de devoir m'inscrire pour deux différents services militaires, pour la Belgique et pour les États-Unis. Et ceci, c'était au moment de la guerre du Vietnam. Mais heureusement, les Américains ne prenaient jamais de personnes vivant à l'étranger, mais je devais quand même euh, faire répondre à mes obligations militaires belges et j'ai pris la décision de travailler, de faire un service alternatif qui était tout à fait possible, travailler dans un pays, comme on disait dans le temps, dans un pays en voie de développement. Et j'ai eu la chance de trouver un travail euh, enseignant la médecine interne à l'université de Nairobi, travaillant à l'hôpital Kenyatta, l'hôpital universitaire, le seul hôpital à ce temps-là universitaire à Nairobi. Et vraiment, c'était une expérience transformative. Euh, je suis allé pour 2 ans, je suis resté 3. Euh, j'ai constaté assez rapidement, avant d'y aller, j'ai fait un diplôme en médecine tropicale à Liverpool. Euh, et j'ai assez rapidement constaté trois observations. Tout d'abord, que euh, qu'on était devant trois types de médecine. Le plus important, c'était au fond les maladies de la pauvreté, la plupart infectieuses, la pneumonie, la tuberculose, les méningites, les diarrhées, etc. Deuxièmement, les conditions vues par des internistes partout dans le monde, hypertension, cancer, etc., mais avec une épidémiologie internationale très variée. Et troisièmement, les maladies classiques, tropicales. Mais une chose que j'ai aussi constatée, c'est que les maladies tropicales n'étaient pas généralisées. On les voyait dans certaines régions très différentes à cause des besoins écologiques des parasites et leurs vecteurs. Et il fallait vraiment connaître la géographie ou la géographie pathologique, un terme, la géographie médicale, des termes peu utilisés aujourd'hui, mais néanmoins très relevants. Et moi, j'étais un des derniers expatriés recrutés par l'université qui essayait de monter une faculté kenyane et africaine. Diapo, s'il vous plaît. Et c'était dans ce contexte, cet hôpital surchargé, pas, pas toujours très bien organisé. Néanmoins, j'ai constaté que c'était possible, dans ce contexte difficile et surchargé, de poser une question ou des questions, de collecter des informations et d'en tirer des conclusions
généralisable. Et au fond, ça, c'est la définition de la recherche. Et c'était une éducation importante. Je dis toujours que moi, j'étais recruté pour enseigner, mais vraiment l'éducation que j'ai obtenue moi-même dans cet hôpital et dans ce contexte, c'était une éducation vraiment extraordinaire qu'on aurait, que vraiment on n'aurait pas pu euh, payer. Euh, et j'ai aussi commencé à écrire. Et je, je, comme épidémiologiste, mais comme clinicien, je me rends compte que nous, en épidémio, on est un peu supérieur au rapport des cas, par exemple. Mais je voulais quand même toujours, j'encourage les, les collègues euh, au début de leur carrière de commencer à écrire. Et n'oubliez jamais que le sida a été décrit pour le monde en 1981 avec seulement 5 cas de pneumocystose. Euh, Après Nairobi, je suis rentré en Angleterre, j'ai écrit une thèse sur des recherches que j'ai fait comme un PhD en médecine. Euh, J'avais fait une grande étude sur la splénomégalie chronique et son diagnostic sérologique et pathologique. Mais c'était à ce moment-là, en Angleterre, on parlait toujours de l'importance du le diplôme de BA. Et BA voulait dire Been to America. Et je suis allé à Los Angeles pour sous-spécialisation en hépatologie. Et c'était au début des années 80, c'était 1983, au début de l'épidémie du sida. Moi, j'étais surtout intéressé dans les hépatites virales. Évidemment, les populations qui souffraient ces infections étaient souvent les mêmes populations à risque pour le VIH. C'était une expérience clinique très importante, mais je commençais aussi à me rendre compte de l'importance de, je ne peux pas dire politique, mais je peux quand même, politique à petite échelle peut-être. Certainement, comment organiser ou pas organiser un département, parce que j'ai vu plusieurs euh, choses qui sont restées avec moi. Cette unité était une unité très importante internationalement, peut-être probablement certainement un des départements des pathologies les plus grands du monde, euh, dirigé par 3 personnes avec des réputations internationales, mais qui étaient maintenant plus âgées et qui n'avaient jamais pensé à transition. Et vraiment, ils voulaient, je pense qu'ils voulaient tous travailler jusqu'à la fin de leur vie, qu'ils ont plus ou moins fait. Et il y avait des jeunes qui auraient pu diriger le département, mais qui sont venus et qui sont partis parce que vraiment, il n'y avait pas vraiment de place. Deuxièmement, ils avaient pas ils sont pas restés tout à fait en ligne avec les avances en sciences fondamentales. Il n'y avait pas de grants de NIH, par exemple, dans ce contexte ou à ce moment où, par exemple, la biologie moléculaire commençait vraiment à se développer. Et troisièmement, la, la grande avance en hépatologie clinique à ce moment, tout à fait au début de cette avance, c'était la transplantation du foie. Et l'hôpital de Los Angeles, le USC Medical Center, était un hôpital public. À peu près 50% des malades étaient des étrangers, et beaucoup sans papier, des indigènes. Et c'était vraiment pas le contexte où un programme de transplantation pourrait être développé. Mais ces observations sont restées avec moi parce que ils étaient importants pour moi. Ils étaient importants pour expliquer le fait qu'aujourd'hui, ce département n'existe plus parce que ce département de maladie des foie est maintenant intégré dans un département de gastroentérologie générale. Diapo. Je, je- donc, début des années 80, le sida devenait de plus en plus important comme problème de santé publique. Et ayant travaillé en Afrique, j'étais fasciné évidemment par
le problème émergent du VIH en Afrique, mal décrit, mais de plus en plus évident que c'était un défi majeur. Comme François a expliqué, moi aussi j'ai trouvé mon chemin à CDC euh, un peu inattendu dans un sens. J'avais l'opportunité aussi d'aller à NIH. Je pensais que j'allais rester dans les hépatites, mais je suis arrivé à CDC et vraiment une autre expérience tout à fait transformative. Le programme dont François parlait donne entrée à un network vraiment extraordinaire à travers le monde. J'ai j'ai bénéficié de très bonne supervision, toutes sortes d'opportunités. La première sortie que j'ai faite euh, en Afrique pour le CDC, 2 mois après mon arrivée, je peux pas, j'ai pas le temps pour entrer dans les détails. Ça ressemblait plutôt à quelque chose d'un roman de Graham Greene plutôt qu'une étude épidémiologique. Néanmoins, ça a mené à un papier dans le New England Journal, souvent cité dans les discussions de l'origine du VIH. Mais un autre exemple du type de travail que le CDC faisait, c'était participation à l'investigation de 2 épidémies de fièvre jaune au Nigeria, euh, énorme épidémie en 86 et 87. Et le collègue assis à la table de notre cuisine dans un coin éloigné au Nigeria, c'est Tom Monoth qui a dirigé ces investigations et qui était sans aucun doute l'expert international en fièvre jaune. Et ça, je cite tout cela pour décrire comment il y avait des opportunités pour travailler avec des collègues, seniors certainement, mais des collègues qui vraiment étaient des figures internationales, vraiment des opportunités remarquables. Ça a aussi montré cette première épidémie, l'importance de communication et la puissance, si elles sont bien utilisées, des données épidémiologiques. La fièvre, la courbe épidémique en bas à droite de l'écran, euh, c'est moi qui l'a dessinée. D'ailleurs, c'est un peu, dans un sens, une erreur parce qu'une courbe épidémique devrait être des histogrammes plutôt que des lignes euh, continuelles comme ça. Néanmoins, euh, ce petit bout de papier était le papier qu'on a utilisé pour moi et 2 collègues euh, pas du tout senior du tout. Euh, le, le papier qu'on a utilisé pour nous approcher du gouverneur de cet État qui était touché, l'État de Benue, pour lui convaincre, le gouverneur militaire, pour lui convaincre que c'était nécessaire de mobiliser l'armée pour une campagne de vaccination de masse. Euh, et il a accepté ça. Et ça m'a montré dès le début l'importance de communication claire des données essentielles pour avoir un impact ou pour diriger des activités de santé publique. Diapo, s'il vous plaît. Donc, on est dans la deuxième partie de ce livre, Deployed, et je décris quelques épidémies au Kenya. De plus en plus, étant maintenant un peu plus senior moi-même, euh, de plus en plus, pas seulement du travail, pas seulement technique, mais aussi politique. Je ne vais pas en parler en détail, mais en 2001, il y avait une expérience intéressante quand le ministre de la Santé pensait que, ou annonçait aux médias internationaux que le Kenya aussi était attaqué avec des sports de charbon envoyés par la poste. Ce n'était pas le cas et c'est devenu un peu un incident diplomatique. Euh, mais c'était un exemple de la nécessité
collaborer avec les diplomates, avec le côté technique, pour essayer de régler cette erreur, au fond, qui a été faite par le ministre. Euh, C'était une expérience maintenant un peu amusante en regardant en arrière, mais à ce temps-là, c'était assez difficile. Ça montrait aussi, évidemment, l'importance de penser clairement, de réfléchir clairement et poser les justes questions. Et en face d'une épidémie ou d'un incident en infectiologie importante comme ça, première question, est-ce que c'est le juste diagnostic? Plus important est une énorme et de nouveau une expérience très, très influençante pour moi, une très grande épidémie, une des plus grandes jamais décrites, d'empoisonnement avec aflatoxine au Kenya en 2004, euh, avec énormément d'implications euh, sur le terrain, mais aussi au niveau politique. La question essentielle dans cette affreuse situation, euh, peut-être je voudrais d'abord vous rappeler que aflatoxine, c'est un toxine produit par la moisture Aspergillus flavus. Euh, cette moisture se pousse sur le maïs, entre autres euh, légumes. Et euh, le maïs dans cette région du Kenya est une des nourritures essentielles. C'était une région très, très pauvre. Les gens savaient qu'il y avait ce problème, mais ils n'avaient pas d'alternative pour nourriture. Et la grande question, c'était est-ce que c'était une question, est-ce que c'était une épidémie localisée, et donc exposition seulement locale, ou est-ce que c'était une diffusion nationale? Euh, beaucoup d'implications politiques et techniques euh, est décrit dans le livre en beaucoup plus de détails. Euh, il y avait, pour moi, c'était une introduction à un sujet que je ne connaissais pas du tout, l'épidémiologie environnementale. Et c'était important dans un autre sens aussi, parce que c'était vraiment un exemple classique peut-être des déterminants sociaux de la santé. Parce que nous, comme épidémiologistes, on a bien investigué, on a bien décrit, mais au fond, il y avait très peu que nous, on pouvait faire, parce que les, les les interventions nécessaires étaient responsabilité des autres secteurs, agricoles, politiques, etc. Et cette observation est restée avec moi. Et plus tard, je pensais, ben, il y avait des, des similarités au fond avec le sida, parce que des individus ne peuvent pas simplement prendre des choix, oui ou non, que nous, en épidémio, quand on décrit les facteurs de risque euh, pour donner des conseils, leur vie n'est pas si simple que ça. Diapo, s'il vous plaît. Et ensuite, l'Ebola. Euh, 2014, le CDC d'Atlanta euh, a monté entre 2010 et 2014 et 2016 vraiment la plus grande intervention internationale euh, qu'ils ont jamais fait, parce que je pense qu'il y avait plus que 1000 personnes qui ont été déployées à travers les trois pays de l'Afrique de l'Ouest. Et moi, j'ai travaillé comme à la tête de l'équipe de CDC pour trois différents déploiements au Libéria. Et vraiment, c'était une expérience très privilégiée parce que j'ai vu le début de la situation très grave. C'était au mois de juillet 2014. Quelques mois plus tard, le début de l'amélioration. Et ensuite, en 2016, au printemps, euh, le début de la fin de cette épidémie.
Euh, il y a tout un chapitre sur l'Ebola en Afrique de l'Ouest dans le livre. Ensuite, il y a eu la deuxième plus grande épidémie jamais. C'était en RDC 2018 à 2020 et j'étais impliqué et sur le terrain en 2019 pour une épidémie complètement différente de celle, et surtout pour le CDC, complètement différente de celle en Afrique de l'Ouest. Je pense que la citation là, de Tedros de ce temps-là est très relevant. Le monde n'a jamais vu quelque chose comme ceci. Il dit sur une épidémie d'Ebola dans une guerre de zone. Euh, C'était complètement différent pour nous parce que nous, comme Américains, ne pouvions pas entrer sur le terrain où sur l'épicentre de l'épidémie. On travaillait largement de Goma, mais l'épidémie était à des centaines de kilomètres de là. Et c'était une des plus difficiles situations que j'ai jamais vues de ma vie et très compliquée. Et évidemment, on va revenir à ça. C'est très relevant pour la situation actuelle et très semblable d'ailleurs, mais pire. Je dois, je vais aussi préciser que malgré ce contexte très difficile, il y a des recherches très importantes qui a été fait sous des conditions les plus difficiles, y compris une fameuse étude thérapeutique publiée dans le New England Journal sur le traitement avec des anticorps monoclonaux. Diapo, s'il vous plaît. Je dois dire que je pense que vraiment le monde doit comprendre que moi je pense que l'épidémiologie d'Ebola a changé d'une façon fondamentale. Depuis 1996, quand Ebola a été décrit pour la première fois, je pense qu'il y a eu peut-être une trentaine d'épidémies reconnues et peut-être entre 35 000 et 40 000 cas en total déclarés. Mais plus que 95% de ces cas ont été reconnus depuis 2014. On a vu l'expansion géographique à l'ouest, des énormes distances affectées, Ebola dans des situations urbaines, y compris des capitales. Maintenant, dans ce contexte d'insécurité, transmission à travers les frontières, exportation des cas en Europe et aux États-Unis, et pour Ebola Zaïre en tout cas, disponibilité de vaccins et de traitements. Mais un contexte, vraiment une situation complètement différente de notre compréhension ou notre communication autour du Ebola dans les années précédentes. Diapo. Et ensuite, le COVID. Euh, je, je- de nouveau, il y a un chapitre là-dessus. Au début, je n'avais pas l'intention d'écrire sur le COVID, mais euh, Johns Hopkins m'a dit que je devais le faire. Ils avaient raison. Quelques commentaires très rapides. Évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû faire mieux. Et il y a une liste là, je ne vais pas insister là-dessus. Je pense que les implications et l'importance de l'épidémie je pense qu'on aurait dû s'en rendre compte plus tôt. C'est facile de, 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 de faire la rétrospection, je me rends compte de ça. Euh, Moi, je pensais à ce moment-là, et je conseillais l'ambassadeur américain ici à Nairobi, euh, je pensais que ça allait être un désastre pour l'Afrique. Et au fond, finalement, ce ne l'était pas. Enfin, c'était évidemment très grave, mais c'était pas aussi. L'impact était moins que moi j'avais pensé. Et je pense qu'il y a quelques explications euh, fondamentales. Tout d'abord, l'infection. euh, L'infection s'est manifestée et a agi en Afrique exactement de la même façon que partout dans le monde. On a vu les différentes vagues d'infection. Le plus important, la raison pour l'Afrique a souffert moins que moi j'avais pensé, c'était l'âge de la population.
Parce que l'âge médian au Kenya, par exemple, c'est 20 ans. Euh, En Europe, c'est entre 40 et 50. Et on sait, et c'était le cas au Kenya aussi, on sait que l'impact négatif et tous les effets secondaires de l'infection et tout cela, la mortalité, etc., étaient surtout sur les personnes plus âgées. Une autre explication possible, c'est que l'autre grand facteur de risque, autre maladie, était peut-être comme maladies chroniques comme maladies cardiovasculaires, etc., sont peut-être moins prévalentes, même s'ils sont beaucoup plus prévalentes maintenant que quand moi j'ai travaillé au Kenya la première fois. Diapo, s'il vous plaît. Et ensuite, la dernière partie du livre, euh, un chapitre sur la diplomatie de la santé, health diplomacy, la bureaucratie de la santé, un chapitre sur chaque sujet, discussion de leadership, d'organisation, etc., etc. Euh, Peut-être, si je peux résoudre tout ça dans une phrase, c'est qu'il y a toujours beaucoup de choses qui ne sont pas discutées dans la section méthodologie d'un papier scientifique, des choses qui sont parfois même plus importantes que les résultats d'une étude. J'ai aussi écrit un chapitre là, ou inclus un chapitre là sur la tuberculose, et c'est pas hors place dans cette dernière section. Pour moi, la tuberculose, au fond, c'est une maladie dans un certain sens qui m'a poursuivi dans ma vie professionnelle. Euh, c'est une de ces maladies. On pourrait aussi parler de la syphilis, peut-être certainement la syphilis congénitale ou le choléra. Une de ces maladies qui représente beaucoup plus qu'une simple maladie. Ça représente, dans un sens, un malaise sociétal, quelque chose qui vraiment ne devrait pas être comme il est. Et je pense que la tuberculose représente ça euh, peut-être mieux que n'importe quelle autre maladie. Diapo. Alors, ensuite, le prologue et épilogue. Peut-être résoudre dans une phrase, je me suis posé la question, quelles étaient les erreurs que j'ai faites? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et quels conseils est-ce que je pourrais donner à une version plus jeune que moi-même? Euh, et je parle aussi de le sujet de Global Health, de santé mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que ça a évolué? Où est-ce que ça va aller? Euh, j'ai inclus cette gravure-là d'un médecin luttant avec la mort euh, pour la vie de cette jeune femme. C'est une de mes mémoires, une des choses dont je me souviens au début de ma vie, parce que c'était une copie de cela pendait dans le bureau de mon père. Et c'est relevant à la médecine clinique, évidemment, mais aussi à la santé publique, parce que on ne peut pas oublier qu'au fond, devant tout, comme Bill Foege sur la photo, l'ancien directeur de CDC, disait toujours qu'il faut qu'on se rappelle que derrière les chiffres, il y a des visages. Et si on veut achever des cibles de santé publique, je ne sais pas quoi, 30 millions de personnes sur ARV par exemple, on y arrive un par un. Et on ne peut pas oublier ou négliger l'importance de l'individu. Diapo, s'il vous plaît. La relevance de tout cela, de la santé mondiale, c'est évident avec les événements simplement des 2 derniers mois. Le fameux cas du bateau Mobius et évidemment la situation actuelle en RDC, que je pense est beaucoup plus préoccupant que beaucoup de gens s'en rendent compte. Et on doit être prêt pour une épidémie à longue durée. N'oublions pas que cette épidémie en 2018 a duré 2 ans. Et c'est exactement le même contexte géographique et politique, mais pire. Vous connaissez toute l'évolution de la situation politique en Est de l'RDC. Diapo, s'il vous plaît. 2 minutes. 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 2 minutes.
Diapo, s'il vous plaît. Donc, le dernier diapo, évidemment, la rupture de 2025 est très importante. Comme je disais, peut-être on pourrait écrire un livre ou à l'avenir, quelqu'un va pouvoir écrire un livre là-dessus. Mais j'ai deux pensées pendant l'année passée, sur l'année qui s'est passée depuis ce temps-là. Il y a deux réflexions que j'ai faites, font des réflexions basées sur différentes littératures. D'abord, la mythe de Sisyphe. Vous connaissez Sisyphe qui doit pousser son rocher au sommet de cette montagne et quand il y arrive, le rocher roule de nouveau en bas et il doit recommencer. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on est un peu dans une situation similaire en santé mondiale? Je pense pas. Je pense qu'on est dans une meilleure situation parce qu'au fond, il ne faut pas négliger tous les énormes progrès les 20, 30 dernières années. Euh, mais néanmoins, on doit faire fort attention qu'on ne nous trouve pas dans cette situation. Et ensuite, un livre italien publié il y a 80 ans, Le Léopard. Et dans ce livre, il y a une fameuse citation qu'on entend de temps en temps, that si on veut si on veut que les choses restent les mêmes, les choses vont devoir changer. Et c'est relevant, surtout pour le CDC, une agence pour laquelle j'ai énormément d'affection, d'émotion et qui souffre actuellement. Je ne pense pas qu'on peut simplement dire, oui, c'est terrible et peut-être le gouvernement va changer et ça sera mieux. Vraiment, les gens impliqués doivent commencer à réfléchir comment reconstruire la santé publique ou cette organisation internationale si importante. Mais ça ne peut pas être comme avant, ça doit être différent. Et je pense qu'il y a énormément de besoins de réflexion sur ce qui est possible, ce qui sera possible et ce qui sera nécessaire, mais ça va devoir changer. Je vais m'arrêter là et François et Yves, je retourne la parole à vous. Merci. Merci infiniment, Kevin. C'était absolument passionnant. Tu nous donnes envie de te lire. Euh, Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait s'interroger sur le fait qu'il faudrait une traduction française de ce que tu écris, parce que toi tu parles, on le sait, hein, parfaitement français, et vous en avez tous, tout l'auditoire aujourd'hui peut en attester. Mais peut-être que tout le monde ne dira pas suffisamment l'anglais pour tout apprécier. Voilà, on en reparlera. En tout cas, c'était passionnant. Et effectivement, j'avais une première question et je vais même pas te la poser parce que tu y as répondu. C'est que tu avais beaucoup d'autres choses à partager, à nous dire que ta simple expérience SIDA dont on connaît pourtant la richesse. Et tu t'es transporté finalement de la médecine tropicale à la santé internationale, puis de la santé internationale à ce que tu dis être le premier cycle de la santé mondiale en attendant le suivant, ce qui nous donnera l'occasion certainement de continuer à échanger. Et je suis sûr que tu auras des opinions sur cette bascule qui a commencé il y a un an et qui est douloureuse, comme tu l'as dit, et dont l'avenir est bien incertain. Donc, je ne vais pas te poser cette question-là, parce que tu y as très bien répondu. C'est pourquoi fait-on ses mémoires quand on a fait une carrière en santé mondiale? Tu viens de nous le montrer. C'est juste parfait. Et je vais donc passer la première question, peut-être à Yves, qui lui va rentrer dans un des aspects de ce que tu as discuté. Merci beaucoup, Kevin, pour cette présentation de ton ouvrage qui, comme dit François, donne envie de le lire. Euh, tu as beaucoup parlé en fait, tu as retracé l'histoire et à travers l'histoire, on a retracé l'histoire des épidémies aussi dans le monde. On a parlé du VIH. Moi, je voudrais d'emblée te poser une question sur on est en pleine Assemblée mondiale de la santé en ce moment. L'OMS réunit tous les ministres de la Santé à Genève. Tu as occupé des places de responsabilité à l'OMS. On a travaillé ensemble à ce moment-là, puisque tu étais mon patron lorsque tu as dirigé l'OMS. Il y a une vingtaine d'années, on ne se rend pas compte, mais ça fait déjà 20 ans que tu étais directeur du département VIH-Sida de l'OMS.
Quelles leçons tires-tu de cette expérience face à la crise que l'organisation connaît en ce moment, hein? La crise financière, bien sûr, avec le retrait des États-Unis qui crée une situation très problématique, mais également crise de légitimité du fait des transformations de la gouvernance de la santé mondiale. Je pense notamment à la multiplicité des grosses institutions qui font que l'OMS n'est plus seule dans ce terrain. Et d'ailleurs, il y a en ce moment même à l'Assemblée mondiale de la santé une discussion sur la nouvelle architecture de la santé mondiale. Donc, quelles leçons tires-tu de ton passage à l'OMS sur cette situation actuelle et comment vois-tu l'avenir de cette organisation? Oui, merci Yves. L'OMS est une organisation essentielle, mais très troublée. Et comme tu dis, la santé mondiale a changé fondamentalement. L'autorité, la place en santé mondiale que l'OMS occupait il y a 50 ans, 40 ans, maintenant est beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus d'organisations. Par exemple, pour donner deux exemples, regardez l'importance de MSF et l'autonomie de MSF pour agir dans des épidémies ou des zones de besoin euh, euh, sans, sans, sans autorité d'autres. Donc l'indépendance des joueurs comme ça est très important. Et en ce qui concerne des donateurs, imaginez-vous qu'aujourd'hui, la fondation Gates, the Gates Foundation, est le plus grand donateur à l'OMS. Donc, il y a énormément de choses qui ont changé. Un grand problème avec l'OMS, pour moi, c'est la Constitution. Parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment une organisation, c'est plutôt une fédération, dans le sens que Genève, le siège, n'a pas une autorité absolue sur les régions et sur les pays. Euh, et l'OMS, traditionnellement, essayait de faire tout et était le plus grand joueur, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il y a besoin de réfléchir et décider quelles sont les fonctions essentielles de cette organisation. Et dans cette discussion, la première question, c'est qu'est-ce que l'OMS fait que personne d'autre ou aucune organisation, autre organisation pourrait faire? Et la grande puissance de l'OMS, c'est son autorité de convocation et la définition de guidance technique. Euh, et je pense que ils doivent, il y a un besoin de réfléchir sur quelles sont les fonctions essentielles et de limiter à ces activités-là. Donc, mais c'est difficile parce que il y a pour plusieurs raisons, il y a les contraintes de la Constitution, il y a les pays même qui sont très conservateurs et ne veulent pas céder leur autorité. Euh, et comme toute organisation, il y a toujours une résistance à réduire ou à donner l'impression de réduire euh, sa puissance ou son autorité. Mais je commencerai là. Et d'ailleurs, je voulais dire qu'il y a un article assez intéressant avec des auteurs que vous connaissez très bien dans le Lancet la semaine passée, exactement sur cette question. Merci Kevin. Je vais continuer sur une autre question sur le multilatéralisme, juste pour rappeler que des questions sont attendues sur le petit logo Q&R que vous avez dans le bas de votre écran. N'hésitez pas, on commence à avoir des questions, mais on va continuer à en poser quelques-unes avec François, puis ensuite on laissera la parole aux participants. Bon, je continue donc les questions sur le multilatéralisme, et donc on assiste aujourd'hui à une fragilisation du multilatéralisme en santé, et peut-être même à un changement doctrinal sur la santé mondiale, d'une approche qui est fondée sur la santé comme bien public mondial, pour dire les choses un peu vite, à une approche basée sur la sécurité nationale des pays donateurs et des relations bilatérales contractualisées
dans une perspective transactionnelle. Donc, on est vraiment dans une autre approche. Quelle est ta vision de l'avenir de la coopération internationale en santé dans ce contexte? À ton avis, est-ce que les États et les institutions sauront s'adapter ou crains-tu une période durable de fragmentation? Oui, merci. Je pense que l'approche bilatérale est fondamentalement en contradiction avec n'importe quel concept de la santé mondiale, parce que la santé mondiale de nécessité se concerne avec des défis qui traversent les frontières. Et dans, donc, je pense que la politique américaine actuelle définie dans leur Global Health Strategy, comment ça s'appelait? C'était America First Global Health Strategy, publié au mois de septembre l'année passée. Je pense que c'est une approche qui ne peut pas adresser les problèmes actuels ou les problèmes de l'avenir. Je me souviens toujours, Jonathan Mann, le premier directeur du programme SIDA à l'OMS, il a pris sa position à l'OMS en 1986, décrit d'ailleurs dans cet autre livre. Euh, je me souviens toujours un discours qu'il a donné, et ça c'était probablement en 88, oui, je pense en 88, où il disait que le problème du sida avait une analogie avec le problème de l'environnement, dans le sens que ça traversait des frontières et que ce n'était pas un problème qui pourrait être adressé par un pays individuellement. Et je pense que cette observation reste valide, valable. Euh, et d'ailleurs, l'épidémie d'Ebola en RDC aujourd'hui, dans un sens, est un test de la question que tu viens de poser. Euh, le CDC, les États-Unis ne font pas membre de l'OMS actuellement. Par contre, pourtant, l'OMS va jouer un rôle très important, comme j'ai dit, avec son autorité de convocation pour la réponse internationale à cette épidémie. Donc, je pense que la situation actuelle est très instable. Il y aura des élections aux États-Unis en 2028. Oh, reste à voir comment ça va évoluer. Mais je pense que la situation actuelle est instable et ne peut pas adresser, n'est pas adoptée aux problèmes du monde actuel. Alors, justement, Et tout ça sans parler du problème du climat. hmm. Yves, si tu veux bien, je vais Vas-y. continuer justement sur le même sujet, mais en revenir à la situation américaine, parce que tu l'as évoqué. Donc, effectivement, on a vu que pour hantavirus et maintenant pour Ebola, la réponse américaine est soit inexistante, soit invisible. Je ne sais pas, tu faudra commenter là-dessus. Est-ce qu'il y en a une, mais qu'elle est invisible, voilà, cachée, voilà. Et est-ce que tu penses donc que ça va continuer comme ça? Et est-ce que toi qui as vécu en tant que bureaucrate des changements d'administration à quelques reprises, est-ce que tu penses que ça sera facile de réorganiser les choses aux États-Unis alors qu'on a démantelé beaucoup de choses l'an dernier? Nous, en France, on est très, très inquiets de voir que nos gouvernements font un peu la même chose et on pense que nous, ça sera très difficile de réorganiser des choses qui ont été démantelées. Est-ce que tu connais la plasticité, la résilience de l'administration américaine? Est-ce que tu as quelques espoirs de ce côté-là? Ou est-ce que c'est vraiment un changement irréversible? Je suis inquiet. Je pense que dans un sens, ou à un certain niveau, oui, c'est irréversible. Et c'est pour ça que j'ai montré cette dernière diapo. Euh, For things to stay the same, things will have to change. La fameuse citation du léopard. Euh, je- et ces discussions doivent commencer maintenant. Je,
ça ne va pas, on va pas retourner à là où on était. Mais dans un autre sens, euh, il faut se rendre compte que le monde a changé. L'Europe a changé fondamentalement avec la guerre en Ukraine, par exemple. On peut pas, on va pas reculer à là où on était. Euh, mais je suis inquiet pour les États-Unis parce que, tu sais, la démocratie, c'est très fragile et dans un certain sens, pas bien adapté à des problèmes à long terme. Euh, parce que en 2020, quand le président Biden a pris position, il a, il a dit, We're back, nous sommes de retour. Mais beaucoup de voix en Europe posaient la question, oui, mais pour combien de temps? Euh, Néanmoins, concernant Ebola, par exemple, oui, il y a, et je suis pas proche de la situation et je suis pas proche de CDC maintenant, mais je parle parfois avec une personne ou autre. Euh, il y a beaucoup de discussions derrière la scène, in the background. Il y a beaucoup de discussions, même si les États-Unis ne sont plus dans l'OMS. Il y a beaucoup de discussions en cours. Le CDC est impliqué. Euh, un grand problème, c'est le manque d'USAID, parce que USAID, même s'il y avait compétition entre CDC et USAID, USAID jouait un rôle très important et il y avait des gens très, très compétents et valables dans cette organisation et jouait un rôle très important dans le côté logistique. Tous les ONG de réponse, par exemple, tous les médicaments, les tests biologiques, l'équipement de protection, etc., etc. C'est l'USAID qui prenait beaucoup de ça en charge. Et ça, c'est inquiétant. Et je pense que, évidemment, on a eu, dans les médias, on a vu des commentaires que Ebola aurait été détecté plus rapidement si USAID existait toujours. Moi, je suis plus inquiet pour la réponse que pour la détection. Je ne suis pas sûr que la détection aurait été très différente, mais la réponse, oui. Et je suis très inquiet pour ça. Merci. Yves, tu veux... Peut-être reprendre quand même les questions Oui. sur le sida. On est passé peut-être un peu vite dessus, parce que et je reprends des éléments que François a déjà mis en avant. D'abord, tu as écrit récemment, tu l'as présenté tout à l'heure, avec d'autres grands noms américains, un ouvrage intitulé Dispatches from the AIDS Pandemic, A Public Health Story. Et donc, avec le recul, quelle est finalement la principale leçon que le VIH a apporté à la santé mondiale, notamment si on voit le passage qui s'est réalisé entre la santé internationale, disons jusqu'aux années 2000, et puis ensuite ce qu'on appelle la santé mondiale depuis le début des années 2000, avec la création notamment des grandes institutions comme ONU-SIDA, le Fonds mondial, PEPFAR, etc., etc. Quelles sont pour toi les grandes leçons de l'épidémie de VIH qui peuvent guider finalement des réponses en matière de santé mondiale? Moi, je pense je voudrais citer 5 conclusions importantes. Tout d'abord, l'importance de la science. La science doit être correcte, sans erreur. Euh, pour une épidémie ou une infection, c'est essentiel qu'on comprenne le côté biologique, nature de l'organisme, son histoire naturelle, sa transmission, sa prévention, etc., etc. Essentiel. Et c'est remarquable si tu penses, ça a duré euh, 2 ans, 2 à 3 ans pour découvrir la cause du sida et accepter que c'était la cause. Évidemment, c'était la France à qui est due cette prestation. Euh, et aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup mieux équipé. Regardez la rapidité avec la publication des séquences du COVID, de SARS-CoV-2. Euh, donc, d'abord la science. Deuxièmement, l'implication des populations. Si on parle des populations limitées ou très spécifiques comme pour le VIH ou généralisées comme pour le COVID, c'est simplement pas assez
de dire aux populations, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, pas faire ceci, ça marche pas. Les gens doivent être impliqués. On connaît tous la fameuse slogan rien, rien pour nous sans nous. Nothing for us without us. Euh, et quand on réfléchit sur COVID-19, euh, on voit que ça, c'était un des défis. Euh, Troisièmement, le leadership politique. Le leadership politique. Euh, et on en parle un peu dans ces deux livres. Euh, C'était dans un sens, si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, en ce qui concerne le sida, le problème de leadership, c'est que Président Reagan et son administration négligeaient le problème complètement au début. Par contre, avec COVID, il y avait vraiment des interventions négatives. Il y avait pas simplement une neglect, mais intervention absolument négative. On se souvient de l'eau de Javel. Quatrièmement, les programmes, l'équipement, les interventions, les traitements, les vaccins et tout cela, donc des programmes pour lutter contre l'épidémie. Et dernièrement, et très important, la communication. Dans un sens, de nouveau, pour comparer le sida et le COVID, dans un sens, c'était plus facile au moment du sida parce qu'on n'avait pas les médias sociaux. Il n'y avait pas ce besoin de répondre immédiatement aux derniers messages électroniques. Et évidemment, il y a aussi le côté négatif des médias sociaux, toutes les désinformations, etc. Euh, euh, mais aussi des leçons de COVID-19 que on doit gérer les communications d'une façon beaucoup plus sophistiquée parce que ce qu'on n'a pas bien expliqué du point de vue scientifique, c'est comment la population doit comprendre que notre compréhension scientifique peut évoluer. Et ce qu'on dit aujourd'hui peut être changé demain. Et ça ne veut pas dire qu'on sait rien du tout de ce qu'on fait. Mais donc, ces 5 points, je pense, sont très importants. Merci, merci Kevin. Alors, on a déjà deux questions dans le chat, mais on va rester encore quelques minutes, si tu le permets, sur le VIH. Moi, je voudrais te poser deux questions sur le VIH et ton expérience dans le VIH. La première, c'est que tu as participé, et j'y étais aussi, à cette définition de ce qu'allait être l'objectif de la fin du sida en 2030. Tu te rappelles un peu les conditions dans lesquelles tout ça s'est fait et comment, voilà. Est-ce que, bon, on va pas se poser la question rétrospectivement, est-ce que c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, mais où est-ce que tu vois cet horizon 2030 dans le contexte Oui, actuel? merci. Voilà. Merci. C'est vrai que j'ai participé dans des discussions scientifiques concernant le traitement euh, comme intervention essentielle de prévention aussi, avec des effets de prévention. C'est vrai, j'ai été impliqué dans toutes ces discussions. Je dirais pas que j'étais impliqué dans la définition de cible de 2030. Euh, et ça m'inquiète parce que quand on parle de l'élimination d'une maladie, et je ne veux pas être trop théorique, mais n'oublions pas la différence entre éradication, élimination et contrôle de maladie. Euh, le concept d'élimination est toujours difficile parce que ce qu'on a vu, et de nouveau la tuberculose est un bon exemple, trop souvent, quand l'incidence d'une maladie euh, diminue, finalement, ce n'est pas la maladie qui est éliminée, mais le programme. Et je crains la même chose pour le VIH. Je pense que parler de la fin du sida, ça donne l'impression à la population générale que ouais, le sida, c'est fini, c'est plus un problème. Et ça, c'est très dangereux et c'est pas le cas. Je pense, et je pense on en parle dans le livre Dispatches, euh, je pense que le monde a été un peu trop, a trop promis
ou à communiquer une promesse, même si ce n'était pas ce qui était voulu. Euh, Ça m'inquiète. D'accord. Et juste pour terminer ce sujet, puisque tu en as parlé, effectivement, oui, tu n'étais pas dans le groupe sur le traitement l'objectif fin du CIE 2030, je m'en souviens, mais on a rapidement échangé là-dessus. Mais par contre, sur le traitement universel, tu as été absolument central et décisif. Et ce qui a été décisif dans ce que tu as fait, je voudrais que tu commentes un tout petit peu, c'est l'utilisation des modèles mathématiques, ce qui était quelque chose d'encore relativement peu fréquent à l'époque pour imaginer ce qui allait se passer et voir quelles recherches qu'il fallait faire. Tu veux dire un mot là-dessus? Oui, merci. Et d'ailleurs, je me souviens une présentation que toi tu as fait à CROI, la conférence américaine sur le sida, il y a une douzaine d'années maintenant, euh, 2012, 2013, je pense. Une présentation importante. Je me souviens que tu as communiqué que la modélisation mathématique faisait une partie importante de l'épidémiologie maintenant. Et au fond, tu avais raison, mais je pense que ça doit quand même être mis dans un contexte. Euh, Tout le monde pense que les modèles mathématiques peuvent prédire l'avenir. Et c'est pas leur utilité, ça. Euh, je, il y a une citation fameuse que tous les modèles, tous les modèles ont tort, mais il y en a qui sont utiles. Euh, et je parlais avec l'ambassadeur américain ici à Nairobi au moment du Covid, parce qu'évidemment, on avait poussé pour développer des modèles mathématiques dans ce contexte. Mais je lui disais, je l'avertissais qu'au fond, parfois les modèles étaient un peu quelque part entre l'astrologie et la prédiction du temps. Euh, L'utilité des modèles, c'est pas pour prédire l'avenir, c'est pour le changer. C'est pour le changer. Et c'est là où ils sont utiles et nécessaires. Et c'est ce que tu as très très bien fait justement pour le traitement universel VIH. Yves, on commence à dérouler le chat, peut-être? Oui, on a Voilà, encore vas-y. Allez, un petit vas-y. quart d'heure On- on- pardon, pour prendre les questions du chat, si je les retrouve, tiens, où c'est passé? Euh, Excusez-moi, j'ai un petit souci. Voilà, c'est là. Ah, la première question est celle de Jean Godard et elle porte sur la transition épidémiologique. Alors, comme j'ai un souci sur mon écran, la question c'était de savoir si finalement le concept de transition épidémiologique était encore valable, notamment à la lumière du Covid. Quelle est ton, ton approche de cette question? Je vais te dire. euh, voilà, est-ce que le concept de transition épidémiologique de maladies majoritairement infectieuses, de maladies chroniques non transmissibles est toujours d'actualité, en particulier avec l'exemple du Covid-19, de la Covid-19? Merci. Oui, c'est une question importante. Je pense que ce concept reste absolument valable et valide. Euh, et cette transition épidémiologique est très importante, démographique, est en cours partout dans le monde, mais à des différentes vitesses et différentes débuts, si vous voulez. Euh, Partout dans le monde, on voit une baisse en fertilité, en naissance, une prolong- prolongation d'espérance de vie et un fardeau de maladies chroniques qui augmente et en général un fardeau de maladies infectieuses qui diminue. Mais c'est très variable dans le monde. Mais par exemple, les tendances en Afrique sont semblables à ce qu'on a vu en Europe ou en Amérique du Nord, mais avec un retard de plusieurs décennies. Mhm. D'ailleurs, je pense qu'un sujet sous-estimé ou qui mérite beaucoup plus d'attention en santé mondiale, c'est la démographie. Et c'est absolument extraordinaire ce qui est en train de se passer en démographie dans différents sens dans le monde. Euh, donc, ça reste valable, mais nous vivons dans un monde qui est susceptible à des épidémies et des pandémies. Et la sécurité sanitaire est devenue
un aspect fondamental de la santé mondiale. Et une chose qu'on doit éviter, c'est une tension. D'ailleurs, je pense qu'on a écrit là-dessus dans un papier que je sais que Yves a cité dans un papier sur la santé mondiale. Il faut éviter une tension, une compétition entre sécurité sanitaire et tout le travail pour la santé publique en général. Mais nous restons comme un monde susceptible à des épidémies et des pandémies, aucun doute. Mhm. Alors, dans ce monde qui évolue tout en restant avec une certaine constante, Julie Castro te pose une autre question, c'est comment vois-tu les conséquences de la montée en puissance des fondations philanthropiques, notamment la fondation Gates, hein, sur la manière de faire la santé mondiale? Ça, c'est un peu ce qui s'est passé depuis 20 à 25 ans. Et comment tu vois, toi aussi, maintenant, là, c'est plus récent, la montée en puissance de la financiarisation de pans entiers de la santé dans le monde. Donc, un commentaire sur finalement le financement. Oui, merci. Euh, Comme j'ai dit avant, le rôle et l'importance des groupes privés euh, a augmenté, des groupes indépendants et privés, y compris des ONG comme MSF ou des fondations comme la Fondation Gates. Et au fond, la Fondation Gates, c'est le meilleur exemple de cette question et le sujet dont on parle. Et dans un sens, c'est absolument extraordinaire qu'un individu, M. Gates, peut décider quelles sont les priorités en santé et, euh, et alloquer des sommes énormes. Et comme je disais avant, je pense que c'est juste de dire qu'il est maintenant le plus grand donateur à l'OMS. Euh, heureusement, heureusement, Gates est très intelligent et les choses qu'il a choisies sont des priorités qui sont relativement faciles à défendre. Euh, mais ça peut être très déstabilisant aussi. Et autre chose, il n'y a pas vraiment comment dirais-je, accountability. Il est responsable à qui? Ben, il est responsable à lui-même. Euh, et là, il pourrait y avoir des critiques. D'ailleurs, j'ai lu un livre il y a quelques mois maintenant, un livre très critique sur Gates et sa fondation et toutes ses activités. Un livre un peu injuste, je trouvais, mais quand même une opinion partagée par certaines autres. Euh, on voyait ça déjà à l'OMS, dans le sens que l'OMS reçoit différentes sources de fonds des pays membres, des, je, je connais pas, enfin, j'arrive pas à me souvenir les termes exacts, mais des fonds qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent pour gérer l'organisation et d'autres fonds qui sont vraiment ciblés sur certaines activités ou programmes définis par les pays membres. Et donc, c'est déjà un problème, pas seulement avec des organismes philanthropiques, mais avec les pays eux-mêmes qui soutiennent l'OMS. En ce qui concerne l'avenir, oui, le financement est vraiment un problème dans le contexte mondial, en Europe, avec toute la pression pour augmenter les ressources pour la défense, etc. C'est vraiment un problème. Je pense que peut-être on est un peu dans une situation dans la santé, une situation semblable à la situation géopolitique générale. Et je voulais faire référence au discours fait à Davos récemment par Mark Carney, le Premier ministre du Canada. Et ce discours mérite euh, ça mérite d'être écouté si vous ne l'avez pas entendu, parce qu'il parle des changements en géopolitique qui sont un peu semblables, je pense, où les défis sont semblables euh, au financement de la santé mondiale. Je crois que ça fait bien le lien avec la question de Freddy que Yves Oui. va peut-être reprendre, oui. La question, juste un point, il me semble que l'Allemagne a dépassé la Fondation Gates dans les financeurs de l'OMS pour la première fois, mais ça Ah, sera vérifié. Une question de Freddy Spira qui pose la question de One Health. Ne faut-il pas élargir la réflexion santé mondiale vers One Health
environnement, climat, santé animale, tout ceci est un tout dans un monde globalisé et inégalitaire. Quelle est ton approche de One Health, Kevin? Je suis d'accord avec le commentaire. Euh, la plupart, la grande majorité, peut-être presque trois quarts des maladies émergentes ont une source d'animaux. Euh, comment, évidemment, fort influencé par les activités humaines. Par exemple, si on se pose la question, comment ça se fait que le virus d'Ebola s'est s'est éteint jusqu'à l'Afrique de l'Ouest et jusqu'en Guinée même, jusqu'à la côte de l'Afrique de l'Ouest? Euh, Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que les changements écologiques comme déforestation et tout cela, est-ce que ça a joué un rôle? C'est une hypothèse, c'est pas prouvé, mais il faut se poser la question. Donc c'est très important, mais c'est aussi très difficile parce que on discute longtemps maintenant sur One Health, mais le mettre en œuvre est vraiment difficile. Et donc c'est nécessaire, mérite beaucoup plus de réflexion, de discussion, mais euh, je pense qu'il y a un besoin de traduire les concepts très généraux à des activités très spécifiques, et ça, c'est difficile. D'ailleurs, c'est une observation qui est relevante pour la médecine clinique aussi, parce que c'est extraordinaire comment les vétérinaires, leur travail et le travail de médecins humains, le travail est très semblable, mais c'est extraordinaire comment il y a très peu de contacts, y compris concernant les médicaments, sont souvent qui ont des similarités, mais il n'y a presque pas de discussion entre les deux disciplines. Merci. Donc, tu plaides évidemment pour ça. Alors, on a une question de Philippe Desprez qui nous fait remarquer enfin, qui te fait remarquer que dans l'évolution récente autour des nouvelles maladies infectieuses, on a observé et regretté la défiance vis-à-vis des vaccins innovants, y compris par les professionnels de santé. Nous, c'est évidemment peut-être une description un peu plus française, une certaine de suspicion des médecins, qu'ils soient à l'hôpital ou qu'ils soient en privé vis-à-vis des vaccins Covid basés sur l'ARN messager. Quel est ton sentiment et ton expérience plus internationale hein, sur cette situation qui était quand même assez nouvelle, qui est assez nouvelle et qui pourrait être préoccupante au fur et à mesure que les nouvelles maladies émergentes voient se développer des vaccins, autrement dit, on pourrait avoir des bonnes solutions et être dans l'incapacité de les mettre en place, soit parce qu'on n'a pas le financement ou pas la bonne régulation, ou parce que les professionnels ou la population n'en veut pas. Oui, c'est un sujet très important et très inquiétant. Euh, le COVID a joué un rôle énorme, avançant le scepticisme, le, le manque de confiance, la suspicion, etc., envers la science, envers la médecine, envers les experts, envers la vaccinologie. Et je trouve la situation aux États-Unis absolument lamentable, euh, parce qu'au fond, tout cela a été encouragé par des politiciens et des leaders. Et comme vous le savez, aux États-Unis, il y a un ministre de la Santé qui est un grand sceptique des vaccins et qui lutte pour décourager l'utilisation de vaccins. Et si on veut voir l'impact de cela, regardons la situation concernant la rougeole euh, à travers les pays d'autres revenus. Euh, D'ailleurs, la rougeole aurait peut-être, euh, un commentaire à côté, la rougeole aurait peut-être été un meilleur choix pour éradication que la polio, mais ça, c'est une autre discussion. Euh, un problème de base, c'est en communication. Et je pense que vraiment, il y a un besoin de, d'études, de travail appliqué, de
implication des spécialistes en communication, etc., pour adresser ce, ce problème très divers. Et c'est pas assez d'argumenter avec les gens en disant, mais vous êtes tort, les vaccins, ça marche, etc. Il faut essayer il faut commencer en essayant de comprendre la position des opposants et leur contexte et leur situation. Mais il y a un énorme travail à faire là. Et oui, c'est tout à fait regrettable qu'il y a cette diminution de recherche en nouvelles technologies. Aux États-Unis, par exemple, l'NIH a annulé, ou Kennedy, le ministre, a annulé la recherche sur les vaccins basés sur l'ARN. Euh, Pourtant, ça, c'était une avance extraordinaire. En même temps, nous devons reconnaître que l'introduction de nouvelles technologies euh, euh, doit toujours être accompagné avec une surveillance euh, importante. Re- re- Réfléchissons par exemple à l'introduction de ces nouveaux médicaments, le GLP-1 agoniste, utilisé à très grande échelle, mais tout à fait récent. Et on doit accepter que les conséquences long terme, on ne connaît pas actuellement. Donc il faut faire attention aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, on approche de la fin, hein, il nous reste vraiment 3 minutes. Et finalement, moi, je voulais revenir sur ce qui nous a rapprochés au début de notre carrière et qui a fait qu'on a fait des carrières très différentes, mais que tu as en tout cas fait une carrière brillantissime, c'est que c'était l'épidémiologie qui était au centre de la santé publique et de la santé mondiale quand tu et nous avons commencé. Quel est ton sentiment maintenant sur ceux qui veulent s'engager dans la santé mondiale, sur les plus grandes compétences? Est-ce que c'est toujours l'épidémiologie? C'est certainement plus au CDC qu'on irait la faire, en tout cas tout de suite. Ça serait un peu voilà, la réflexion générale que je voudrais que tu apportes pour conclure. Oui, si je peux citer Bill Foege de nouveau, l'ancien directeur qui est décédé d'ailleurs au mois de janvier, une figure énorme et importante en santé mondiale. Il disait que l'épidémiologie était la science fondamentale de la santé publique. Par contre, euh, sa base philosophique, c'est la justice sociale, la base fondamentale, la base philosophique de la santé publique. Je pense que ça, c'est un commentaire important. Oui, épidémiologie, pour moi, reste énormément important. On a tous beaucoup de regrets dans nos vies, je suis sûr. Une chose que moi, je regrette, c'est que j'ai jamais fait un diplôme ou des études spécialisées en épidémiologie. Comme toi, je l'ai fait. Peut-être toi, tu es mieux formé que moi, François. Je suis sûr que tu l'es. Euh, euh, Moi, j'ai appris. Évidemment, tu peux lire tu lis des livres toi-même, tu éduques toi-même. Mais j'ai toujours regretté un peu le fait que j'ai pas vraiment étudié formellement l'épidémie comme sujet, parce que c'est un sujet tellement élégant. Euh, mais dans la vie aussi, tu dois agir, tu ne peux pas continuer à étudier tout le temps. Tu dois agir et enough is enough. Assez est assez. Euh, mais un commentaire sur la santé mondiale, c'est important d'avoir cette formation ou des différentes formations pour travailler en santé mondiale, euh, parce que c'est un sujet tellement difficile à définir. Si tu veux devenir, par exemple, cardiologue ou infectiologue ou je ne sais pas quoi, il y a une ligne professionnelle qu'on peut suivre, assez bien définie. Mais si tu dis, moi je veux travailler en santé mondiale, c'est beaucoup moins défini, c'est beaucoup plus difficile à dire, à conseiller exactement ce que tu dois faire. Donc, deux commentaires. Assurez que vous avez la bonne formation ou une juste formation. Euh, et deuxièmement, assurez toujours, si vous êtes intéressé en santé mondiale, assurez-vous toujours que vous pouvez trouver un travail dans votre propre pays. Un conseil important. Très bien.
Je crois qu'il est temps de conclure en te remerciant, en remerciant l'ANRS, le Think Tank Santé mondiale 2030 et le réseau FROG d'avoir organisé ce séminaire. On te remercie beaucoup et on va te lire pour en absorber encore plus. Je remercie tout l'auditoire qui a participé et qui a posé des questions. Et on aura certainement l'occasion de refaire ce genre de choses parce que la santé mondiale, comme tu l'as dit, est dans une transition et avec beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes que tu n'as pas manqué de rappeler. Mais on a retenu ton dernier message, hein. Travailler en santé mondiale parce que c'est passionnant et travailler là où vous êtes parce que c'est souvent là où c'est le plus utile. Merci à tout le monde et très bonne journée. Merci Kevin. Merci Kevin, merci Merci François. beaucoup à tous les organisateurs. Merci à l'audience. Au Take revoir. care. Au revoir. Au revoir.